Bien, bienvenue et de retour. Eh bien, écoutez, voilà une nouvelle table ronde que nous allons ouvrir. Table ronde qui m'est chère parce que c'est un secteur auquel qu'on regarde beaucoup, nous, à l'Observatoire Comédia, qui est le média imprimé. Qui est le média imprimé. D'ailleurs, Thierry Millon nous rappelait ce matin en préambule que le poids des industriels de la communication, dont les imprimeurs font partie naturellement, représente 40% du poids du marché publicitaire. Une réalité économique, moi j'aime bien le rappeler régulièrement. Donc autant vous dire que vous avez du poids ce matin donc, sur cette table ronde-là. Ça c'est un premier point, qui est un point important. Aujourd'hui, on sait que ce secteur d'activité est très affecté. Je crois qu'on est lucide de la situation. En effet, il y a eu des hausses des matières premières, la hausse de l'énergie, l'augmentation des salaires, la baisse chronique structurelle, probablement pas simplement conjoncturelle, du média imprimé, c'est une réalité. Eh bien, on est dans un contexte qui est celui-ci, avec un certain nombre d'inquiétudes. Bon, la dernière crise géopolitique, et notamment ukrainienne, a montré tout l'impact, donc effectivement, de la crise énergétique sur le secteur d'activité qui est celui de l'imprimé, notamment sur certains secteurs, plus que d'autres d'ailleurs. Si on prend... Si on fait un peu technique, les rotativistes, l'impact est très lourd, il est moins sur d'autres acteurs. Donc, on est dans ce contexte général, un poids économique très lourd sur le poids de la communication. Deuxième, face à des enjeux, effectivement, structurels, très importants. Et donc, alors, il m'est apparu important de faire intervenir des témoins qui regardent ce prisme de ce média, ou cette industrie, avec toujours bienveillance et optimisme. Alors, vous allez dire, il est dans le pays des bisounours. Non, pas du tout. On n'est pas dans le pays des bisounours. Mais on est face à une réalité, et je pense je souhaite que cette table ronde, elle revête cette valeur-là. Alors, je vais faire quelque chose de pas bien, mesdames. Je vais donner la parole à Gilles. Avant de vous donner la parole. Alors, qui? Gilles, il est président du GMI. Bon, il a eu des très grandes fonctions dans le monde de l'industrie. Donc, effectivement, aujourd'hui, il fédère avec un dynamisme fou, un écosystème qui ne va pas très bien, il faut le dire. Voilà pourquoi Gilles est là, et on va en parler, et je te laisserai la parole. Solène, moi, je suis heureux de t'avoir, parce que je te connaissais start-upeuse. Ah non, j'adore. Je te connaissais start-upeuse, rappelle-toi. Tu faisais des pitchs à l'Observatoire Comédia, et aujourd'hui, tu es directrice marketing dans le monde, donc effectivement, de la filière industrielle, donc au sein du groupe Diffusion Plus et l'ensemble de ces entités, puisque tu es directrice marketing transversale. Et ça, c'est formidable. Une start-upeuse qui vient donc dans un leader dans le monde du routage, qui s'appelle le groupe Diffusion Plus. C'est quand même sympa, ça, non? Moi, j'ai trouvé ça quand même extraordinaire. Alors, Nathalie, moi aussi, je suis pour la filière. Nathalie, alors enfin, une femme vient donc au titre de la Poste. Alors j'ai bien sûr Eric, oui. Notre ami Eric, mais non, mais enfin, donc une femme qui va me parler effectivement d'une vision transversale et marketing sur l'ensemble des métiers qui sont ceux du courrier publicitaire. Exactement. Adressé ou pas. Adressé ou pas. Donc c'est quand même encore un troisième privilège. Puis alors Thomas, c'est un peu, nous on le regarde avec, on est stupéfait par ce qu'il fait. D'abord, c'est un acteur de l'industrie, parce que lui, au départ, quand moi je l'ai rencontré, ou ton président de l'époque, tu es président successful, mais ton président de l'époque, effectivement, la logistique marketing, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Et Thomas a fait une telle success story, et il continue à la faire, même en période de Covid, donc il a tout tenté. et effectivement, il croit fondamentalement, il fait en plus évoluer son métier. Et il fait évoluer ses clients. Et il est attentif sur le comportement, effectivement, des grandes marques avec lesquelles il travaille. Voilà, vous voyez, on a... C'est un peu trop de compliments. Non, mais attends, tu auras quelques critiques après. Me touche, merci. Donc, non, mais c'est important de savoir. Donc, on voit bien que la filière industrielle peut avoir un très joli visage, et je suis content de porter, effectivement, cet amour. Alors, je suis content de t'avoir, Gilles. J'ai participé, il y a 15 jours, à ton congrès. Et je t'ai beaucoup entendu et beaucoup écouté. Et après, je t'ai dit, il faut que tu viennes à la table ronde, je t'expliquerai pourquoi. Après, notamment, tu m'as dit, je dirai toi. Donc, pourquoi? Parce que tu as parlé de choses qui nous est chères à l'Observatoire. D'abord,
On en parlait avec Pierre Pélouzet tout à l'heure, solidarité. Tu en parlais, il faut qu'on sache travailler ensemble. Parce que la filière est extrêmement cloisonnée, avec des syndicats, des organisations professionnelles. Très, très compliqué. Et Gilles, effectivement, plutôt dire, moi, aujourd'hui, j'estime que cette filière, elle doit être totalement réunie. Et alors, ça tombait bien, puisqu'il y a eu une tentative de réunion, et qui a été faite, qui a été fructueuse, d'ailleurs, à Bercy, puisque nous l'avons portée, avec l'ensemble des organisations professionnelles. Pour la première fois, on a tous enterré notre âge de guerre. On est allé à Bercy, Numa qui devait être avec nous, il était encore dans l'avion, donc mais c'est pas très grave. Mais bon, a porté ce sujet-là et a plutôt eu gain de cause, même si on peut toujours espérer mieux. Mais Gilles porte cette valeur-là en disant on doit décloisonner. Gilles, je voudrais qu'on t'entende, qui est celui de la vision du monde de l'imprimerie. Toi, tu connais tout. Tu connais le monde du papier, tu connais la roto, tu connais l'hélio, tu connais tout dans le monde de l'imprimerie. Tu l'as embrassé dans toutes ses facettes. Aujourd'hui, tu as le recul suffisant, au-delà du fait que tu t'occupes des mangas. Donc, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce milieu imprimé que nous aimons tant? Comme Thomas le disait, l'exercice va être difficile, parce qu'on est très content d'être ici, mais tu as mis la barre haute. Donc, solidarité, oui, c'est quelque chose de très important. Humilité aussi. Donc, on travaille dans le secteur de la chaîne des arts graphiques. On est un tout petit maillon, puisqu'en additionnant toutes les composantes, on peut arriver, d'après UI, à 300 000 salariés, dont une grande partie de la Poste, qui nous permet de monter à ce chiffre. La Poste, j'étais à 160 000. Je ne suis pas très loin. Alors on fait 300 000 moins 150 000, il ne reste pas grand-chose, puisqu'au niveau de l'imprimerie, c'est de l'ordre de 80 000 par rapport à plusieurs dizaines de millions pour d'autres branches d'activité. Donc restons humbles. Et dans ce petit nombre de salariés, j'ai calculé, il y a 15 syndicats patronaux. Ça, c'est la France, ça, c'est les villages gaulois. Donc, lors du congrès du GMI, le message que j'ai fait passer, c'est qu'il faut absolument qu'on se parle, qu'on s'écoute, qu'on se comprenne, et qu'on se réunisse sans fusionner. Ça ne sert à rien de fusionner, il faut garder, je dirais, l'entité, l'esprit, et puis prendre les meilleurs, ceux qui sont les plus dynamiques, et puis aller à Bercy, et comme Numa, qui n'est pas là ici, notre avocat fédérateur, nous a conduit à le faire il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de juin. Au mois d'août. Ça passe tellement vite, au mois d'août. Et Loïc Lefebvre a été un des grands acteurs de ton groupe. Porte-parole, oui. Donc on s'est trouvé à peu près à une douzaine de fédérations, de syndicats patronaux, d'imprimeurs indépendants aussi, de clubs achats. Et à Bercy, on a fait le job. Et pourquoi on a fait le job? Parce que déjà, on était nombreux. On leur a montré qu'on représentait à peu près 300 000 salariés et pas 3 000, 10 000 ou 20 000. Parce qu'à Bercy, en dessous de 1 million, ça n'existe pas. C'est pas audible. Donc là, 300 000... On le dira à Pierre. Oui, tout à fait. Et on a vu que quelques mois après, le maire a tenu compte de certaines de nos revendications, mais de nos points de vue. Et puis, ça nous a fait plaisir et ça nous encourage à continuer à se consolider. Là, en ce moment, je suis en train d'appeler des fédérations qui n'étaient pas autour de la table. Et j'ai de bons échos. J'ai appelé l'ONDEF, c'était hier, puisqu'il fallait meubler un petit peu pour avoir des choses à dire aujourd'hui. Donc la déléguée générale de l'ONDEF m'a répondu en me disant oui, c'est très bien, mais on va parler de quoi? Donc ça veut dire qu'il y a encore du boulot, mais elle m'a quand même répondu. Ouais, c'est clair. Donc voilà en quelques mots. Je crois que d'abord, on est ravis de ce message que tu portes, Gilles, parce que je crois que c'est le bon message. Il y a aussi des messages forts qui ont été portés, il faut le savoir aussi, il faut être lucide. La logique de concentration, à un moment donné, effectivement, lorsqu'on a une population aussi éclatée sur un territoire national, le combat fait rage.
Et bien entendu, voilà. Donc, et la notion de concentration dont on parle depuis 10 ans dans ce secteur, c'est pas nouveau, hein, mais bon, qui a toujours été regardé avec suspicion. Je pense que dans les moments que nous vivons aujourd'hui, d'une recomposition du marché publicitaire, donc d'une place que doivent avoir les industriels de la communication, et notamment le média imprimé, mais pas seulement. Donc effectivement, cette nécessité de solidarité et peut-être de réfléchir sur une concentration, hein, dont certains d'ailleurs ont engagé le processus. Donc Gilles, je te remercie de porter ce message-là et sois à nos côtés en permanence. On aura besoin de toi parce qu'on aura besoin de porte-parole pour militer. Alors Solène, tu vas nous parler un peu de ce secteur d'activité. Alors, on souhaite toujours à l'Observatoire, on est toujours lucide sur les difficultés économiques, hein, mais on essaie de les prendre par le bon prisme, qui est les prismes également des belles réussites, parce qu'on s'inspire plus facilement des belles réussites que simplement des échecs, même si on apprend beaucoup des échecs. Parle-moi un petit peu de la lecture qui la tienne dans ce contexte économique, ce contexte social aussi, avec l'augmentation des salaires, contexte de crise énergétique. Comment un groupe comme Ecodiffusion Plus se mobilise, réagit et intègre aussi des valeurs RSE? Alors nous, juste pour recontextualiser, la crise elle a démarré déjà depuis 18 mois avec la hausse des prix du papier. Donc ça a déjà mis le secteur un peu à mal. Et depuis donc, quelques mois, on a la crise énergétique avec l'augmentation des prix de l'électricité, etc. Donc effectivement, on a discuté en interne, on a discuté avec nos commerciaux. On a lancé une campagne pour annoncer des hausses de prix de nos tarifs. Donc à partir du 1er janvier 2023, on n'a pas d'autre choix que de répercuter cette hausse parce que quand on regarde nos coûts, on a la hausse énergétique, donc ça a fait x3. On a la hausse de nos prix des consommables qui a pris 12%. Et comme tu le disais, on a aussi la revalorisation des salaires. Donc tout ça nous a amené à lancer cette campagne. Elle a démarré déjà depuis quelques semaines, donc on a discuté avec la grande partie de nos clients et on constate du coup que ces clients acceptent en majeure partie cette hausse, puisqu'ils connaissent le contexte dans lequel on est. Il y avait une pression médiatique autour aussi, donc on est plutôt confiant sur ça. Après, effectivement, en plus de ça, on a quand même, comme tu le rappelais, une baisse structurelle du marché depuis plusieurs années. Donc nous, on travaille sur l'augmentation de la valeur client. Et donc, on propose à nos clients des prestations complémentaires à de l'impression et du routage de courriers publicitaires d'un côté, parce que pour le groupe Diffusion Plus, on a deux business units. Il y a la partie marketing direct avec les courriers adressés. Et de l'autre côté, on a les courriers de gestion avec la BU et l'éthique de gestion. Cette BU, elle est un petit peu moins mise à mal. Par rapport à ça, du coup... Puis il y a le pôle marketing aussi, GoCAD, quand même. Voilà, on a le pôle marketing avec GoCAD Service, qui est une de nos filiales qui nous a permis de nous digitaliser depuis une quinzaine d'années, puisqu'on a le média papier. Mais depuis 15 ans, on est sur l'ensemble des canaux. Donc on propose des campagnes marketing direct multicanal. Donc ça nous permet de compenser du coup ça nous permet de répondre à la demande du marché qui du coup voit le mailing postal décroître en ce moment au profit du digital. Mais on est assez confiant aussi parce qu'on est quand même lucide parce qu'on sait que ça va continuer à décroître, mais ça va atteindre un plancher puisque le mailing postal est quand même ultra héroïste, il est ultra efficace, il permet de se différencier parce qu'on est sursollicité d'un point de vue digital par les SMS, les emails, parfois c'est trié dans la boîte mail, on les lit même pas, alors que le mailing postal, ça rentre dans le foyer. Ça rentre dans la boîte aux lettres qui est vide de communication et donc du coup ça a un impact de mémorisation, ça a un impact de drive to store ou de drive to web. Donc il faut une bonne composition entre ces canaux et s'adapter à la demande du consommateur final. Il y a un point sur lequel également je voulais revenir, c'était intéressant dans un climat économique qui est celui qu'on constitue, et social d'ailleurs qu'on constitue, également des investissements ont lieu. Alors ça c'est assez étonnant parce que effectivement des investissements. Alors pourquoi ces investissements
Donc pourquoi cet investissement? Quelle ambition derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre qu'à un moment donné, on est capable de se transformer, de se réinventer, d'investir pour éventuellement rechercher de la croissance. C'est quoi la lecture qu'on doit porter sur cette politique d'investissement? Ça répond à quoi? Alors, à la tête du groupe, on a deux actionnaires fondateurs. On a William Meriel et Daniel Ferrand. Et donc, William est très, très visionnaire. Ça a toujours été dans l'ADN du groupe d'innover, de se moderniser, d'aller chercher de nouvelles machines, de les moderniser. Et Daniel, de l'autre côté, qui gère en bon père de famille. Donc, ça marche très, très bien. Et on a une politique d'investissement assez récurrente. Et dès 2018, on avait déjà du coup des premières nouvelles machines qui sont arrivées dans nos usines en amont de la loi AGEC. Donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire nous oblige depuis le début de cette année de supprimer le film plastique pour empaqueter les mailings ou les catalogues. Et du coup, William, dès 2018, il avait co-construit et travaillé avec les équipes de nos fournisseurs pour intégrer cette machine. Et bien avant le Covid, du coup, il y avait une volonté aussi de continuer à se moderniser sur l'impression numérique. On est le premier à avoir acquis la toute dernière HP qui est arrivée dans nos usines il y a quelques semaines. On a acquis aussi une nouvelle machine de fabrication d'enveloppes. Et l'objectif, dans tous ces investissements, il est économique pour pouvoir proposer des prix attractifs à nos clients, pour pouvoir être l'architecte du dispositif sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on remonte la chaîne de valeur. Et aussi dans un souci écologique qui suit notre stratégie RSE, puisque ça permet du coup d'imprimer, de concevoir et de router tout au même endroit. Donc on limite les contenants, on limite les coûts de transport, etc. Nathalie, merci Solène. On va revenir sur ces sujets. Vous voyez, c'est incroyable. Investissement, malgré tout, on se repositionne, on retravaille effectivement sur notre cœur de métier. Intéressant. Nathalie. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la Poste lorsqu'on est directrice marketing transversale? J'aime bien comprendre de quoi on parle. Alors, j'ai une petite idée. Parce qu'Arnaud Tomasi me dirait, mais t'as pas encore compris ce qu'on faisait. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau? Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau? Et comment on milite pour faire valoir effectivement la valeur qui est celui du média imprimé? Média imprimé, tout à fait, qui est notre cœur de métier et de savoir-faire surtout. Alors, à la Poste, on a créé une business unit qui rassemble l'ensemble des savoir-faire en solutions marketing de la Poste pour les entreprises. Donc, l'ensemble des solutions marketing, c'est évidemment les métiers historiques, et courrier publicitaire adressé, imprimé publicitaire, ça c'est nos savoir-faire historiques sur lesquels on a en effet un poids considérable dans la filière, mais aussi les métiers digitaux, parce qu'on n'envisage plus de vendre des offres de médias traditionnels sans pouvoir vendre des campagnes. Donc nous on se dit, il faut qu'on aille voir les clients en leur vendant des campagnes globales, donc qui embarquent évidemment des sujets de ciblage, des sujets d'activation digitale, de réseaux sociaux, enfin tout ce qui peut faire une campagne de communication digne de ce nom en 2022. Quand j'entends les interventions précédentes, et d'ailleurs aussi ce que vient de dire Solène, ce que vient de dire Gilles, il y a un peu un espèce de maelstrom, on voit que le digital, c'est l'effervescence, le boom, mais plutôt l'effervescence, on se pose beaucoup de questions parce qu'on se dit que ça ne marche pas aussi bien que c'est pas l'Eldorado auquel on avait cru ou qu'on avait pensé. On voit que nos métiers historiques, on est quand même bousculés à la fois sur des usages, mais aussi sur des évolutions structurelles de nos systèmes de charge, où vraiment ça interroge le modèle sur lequel on est assis. Donc nous, on essaie, à la Poste, on essaie de reprendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça, pour pas se laisser trop enferrer, et aussi pour avoir vis-à-vis de nos clients un discours qui redevienne compréhensible. C'est-à-dire que dans les interventions précédentes, ce qui était très intéressant, nous on baigne dans ce milieu-là, donc forcément ça nous parle, mais le métier se complexifie à une vitesse qui est absolument incroyable, et parfois on perd un petit peu de vue que finalement ce qu'on cherche tous à avoir, à capter, c'est de l'attention.
Hein. On revient au temps de cerveau disponible, hein. Ça date d'il y a 20 ans, mais bon, finalement, c'est toujours valable. Donc, oui, on enfin, cherche... un sujet important quand même. On a eu à l'évoquer avec Eric lors des choix d'innovation en mois de juin. Alors, on avait bien mis en exergue la logique de l'attention, et je pense qu'elle prend une attention toute particulière dans les contextes actuels. On voit que ça devient un élément assez déterminant. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous, on essaie de travailler sur l'attention et sur ce qui fait l'intérêt dans ce nouveau monde-là, un post-cookie. Finalement, on revient au marketing contextuel. Hein. Moi j'ai 50 ans, donc j'ai fait du marketing sans data. J'ai commencé comme ça. Et donc, je suis contente de me dire, tiens, on revient un peu au basique, en fait. Hein. C'est mon consommateur, qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait au moment où, je vais lui parler. Et donc, on revient au marketing contextuel. Et nous, en fait, on se dit qu'on a intérêt à investir, finalement, la logique de l'attention avec la logique du domicile. Et le courrier, qu'il soit adressé ou pas, le média imprimé, il rentre au domicile, en fait, des Français. Et c'est là que se prennent, on a mené une étude avec Eric, c'est là que se prennent 86% des décisions d'achat. Donc on se dit, bah voilà, finalement, on veut rentrer au domicile parce qu'on sait que là, on a un contexte particulier qu'on maîtrise assez bien. On a des bons insights qui nous montrent que c'est là que les Français prennent leurs décisions d'achat, encore, 86%. Donc, creusons, en fait... Eh oui, creusons en fait ce sillon en se disant, il n'est pas question d'opposer les médias digitaux et les médias print, hein, c'est pas notre sujet, mais c'est, voilà, utilisons les bons insights pour construire des campagnes de communication qui soient globales et qui soient performantes pour nos clients et compréhensibles. Merci, on y reviendra. Alors, il y a un point sur lequel, d'ailleurs, l'une comme l'autre, vous m'aviez interpellé en disant, on va rendre le print aussi rapide, facile, à l'usage que le web. Ouais. Solène, tu entendais quoi quand tu dis ça? Et c'est amusant parce qu'on en a parlé ensemble et tu m'as tenu à peu près les mêmes propos. Ça veut dire quoi, ça, très concrètement? Très concrètement, aujourd'hui... On va aussi vite à passer un SMS qui a imprimé un... Aujourd'hui, sur une de nos filiales, donc GoCat Service, qui est une plateforme web to print, on est en train de travailler, et c'est en recette, donc c'est une avant-première. C'est une exclusivité. On va lancer le GoCat Studio Mailing, qui est un éditeur sur lequel l'utilisateur va pouvoir concevoir en drag and drop, donc extrêmement rapidement et facilement son mailing. Donc avec le mailing, la particularité, c'est qu'il y a des contraintes postales à respecter. Et donc du coup, on a back-upé ce sujet-là, où toutes les contraintes postales sont dans l'éditeur, et la personne va pouvoir concevoir d'une feuille blanche son mailing de manière extrêmement efficace. Et avec GoCat Service, on est branché directement avec nos 3 usines au niveau du groupe qui gèrent la partie marketing direct. Donc en un clic, une fois que c'est conçu, c'est directement envoyé dans les usines, et ça peut être mis sous pli et déposé à la poste le jour même. Donc ça ne va pas aller aussi vite que du SMS, parce que là, ça va être compliqué. Mais voilà, avant, il fallait mettre au planning, c'était assez long, etc. Et donc grâce à ça, on va pouvoir proposer des campagnes très faciles à concevoir et faciles à lancer. Alors Thomas, oui, non. Parce que je voulais dire à Solène qu'en fait, on avait sans doute des choses à se raconter, parce que nous, de notre côté... On a lancé, et c'est opérationnel, un module qui s'intègre dans les outils de gestion de campagne des annonceurs. Parce qu'on s'est dit, en fait, les jeunes, ils travaillent qu'avec Adobe Campaign, avec Salesforce Marketing Cloud, Web Marketing, Actito, si on prend des Français. Enfin, ils travaillent en tout cas avec des outils, ils sont complètement data-driven. Et donc, si on veut être là où ils sont, il faut qu'on soit dans ces outils-là. Donc, on a un module courrier qui permet de rendre le courrier aussi... ce que les jeunes appellent trigger, c'est-à-dire je peux déclencher du courrier quand on a lu un email, quelqu'un qui a répondu à mon SMS. Et donc, du coup, on va où ils sont, les marketeurs, et on intègre le module courrier dans les outils de gestion de campagne. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on croit beaucoup, parce que l'expérience de nos propres clients, les médias n'existent que parce que les marketeurs ont envie d'en faire. Et donc, on va là où sont les marketeurs, et là où ils seront à l'aise dans l'ensemble du pilotage de leur campagne, que ce soit la création, l'exécution, mais aussi après tout ce qui est l'intégration des outils d'analytics qui nous manquent parfois. On peut paraître comme des médias un peu cul-de-sac, donc l'idée c'est vraiment de sortir de cette idée-là en étant dans les plateformes. Alors,
Non, c'était juste pour rajouter qu'on a aussi cet API qu'on propose et qu'on intègre de la même manière avec d'autres intégrateurs. Et effectivement, l'objectif est, dans une campagne multicanale, de proposer à la fois le print et le digital en fonction de la cible et de l'appétence de la cible. Ouais, et le print, enfin le média courrier, est souvent le média de la dernière chance. Une fois qu'on n'a pas réussi à solliciter par SMS, par email, certes, le print est un petit peu plus cher, mais quand on ne veut absolument pas perdre cette cible-là, c'est important de le relayer et d'aller le récupérer avec ces médias comme Nathalie le disait, il y a la boîte est vide et c'est là où il y a l'attention. Alors, on voit bien, tu vois, Gilles, donc investissement, innovation, on s'inspire effectivement on remonte dans la chaîne de la valeur, on réintègre les logiques de la data, ce qu'on a toujours fait d'ailleurs, mais d'une façon encore beaucoup plus dynamique. On voit bien que cette filière industrielle, elle se réinvente et elle se renouvelle en permanence et elle recrée de l'or. Alors moi, à l'origine de l'Observatoire, il y a maintenant après 13 ans, j'ai souhaité intégrer, moi, un acteur dans le monde, donc effectivement, des entreprises de la filière industrielle. Et on l'avait bien séquencé parce que je travaillais avec Altares déjà à l'époque, si vous avez participé aux travaux de ce matin. On a dit, nous, on connaît un acteur, il est dans le marketing, mais c'est un transporteur, un logisticien. À l'époque... Effectivement, Thierry me dit, ouais, tu crois, c'est dans ton métier. T'avais des doutes. Alors, j'avais un peu de doute aussi moi-même, hein, d'ailleurs. Et en fait, voilà, et il s'agissait de Staci. Il s'agissait de Staci parce que tu étais un des derniers maillons d'une chaîne, hein, qui était en fait la logistique de livraison. Voilà, tout simplement. Ouais, alors nous, colis, là où vous êtes plus effectivement courrier, et nous, on est plus colis et point de vente et force de vente. Ouais. Voilà, exactement. Alors, ça, et voilà. Et après, ça a été la success story qui a été développée par notre ami, où il s'est fait d'abord, il a compris que la logique de concentration, ça nous parle beaucoup, nous, ça nous résonne beaucoup à l'Observatoire, par rapport aux propos qu'on a tenus. Hein. Thomas, tu es de la première heure à nos côtés. On avait dit la concentration, ça va être un incontournable. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait la concentration. Là, lui tout seul, tranquille. Alors d'ailleurs, il m'a bouffé à peu près 4 ou 5 adhérents qui étaient dans ce secteur d'activité. Au passage, donc, mais ça, on en reparlera ensemble, mon cher Thomas. Mais la concentration, parce que c'était un élément stratégique, effectivement, pour pouvoir avoir un poids critique sur un territoire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça a été aussi assez rapidement, je dirais, travailler sur les externalisations des annonceurs. Phénomène que tu réaccélères actuellement. Tu vas nous expliquer comment. Tu as repensé également le besoin de tes grands donneurs d'ordre. Parce que la logistique, elle est associée à des besoins. Et donc, tu travailles beaucoup sur les usages. Et puis, un dernier élément, mais tu en as plein d'autres, mais un dernier élément qui mérite d'être souligné, parce que qui doit inspirer toute notre filière. Hein, toute notre filière, je dirais, la communication en France, hors les GAFA, pour ça on en a parlé, hein, c'est être capable d'aller à l'international. Parce que, vous savez, avec Thierry Billon, on sort les chiffres. En fait, la filière de la communication en France, elle exporte à 4%. 4%. Bon, le cas de Thomas est très différent, puisqu'en fait, il a compris que son marché était un peu étroit. Il a été cherché donc en Europe, et en 3 ans, je dis peut-être une bêtise, mais tu vas me recadrer, tu es devenu leader européen. Bon, voilà. Et puis, comme au moment du Covid, il s'est ennuyé, il a décidé d'investir aux États-Unis. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Il a décidé d'investir aux États-Unis, et il semblerait que tu sois en train, donc effectivement, de connaître du succès. Quel est le message que tu as envie de nous faire passer à la filière de la communication? C'est ce message-là que nous attendons dans ce que toi, tu as conduit depuis quelques années maintenant. Comment tu l'as fait, avec parfois des succès et aussi des échecs? Et comment, effectivement, tu vois les choses demain, tenant compte de cette situation, de cette histoire que tu as conduite. Et pour donner envie. Ça fait beaucoup de choses à raconter. J'ai 3 minutes 30. J'ai 3 minutes 30. Bon, évidemment, je vais essayer de ne pas paraphraser ces jeunes femmes qui ont dit des choses très intéressantes. Mais effectivement, il faut se réinventer. En fait, il faut innover en permanence. Alors d'abord, pour démarrer, une bonne nouvelle, parce que j'aime bien les bonnes nouvelles. Covid, nous on avait un business qui était le catalogue pour les tours opérateurs. Donc vous imaginez bien que quand les voyages se sont arrêtés, l'entrepôt était quand même relativement vide, pour ne pas dire complètement vide, et on s'est dit il n'y aura plus jamais de catalogue. Donc ce business-là, on va le transformer et y mettre d'autres produits dans ces entrepôts.
à la date où je vous parle, on est revenu au volume de catalogue des tours opérateurs de 2019. Voilà, déjà c'est un point quand même qui me semble important. Maison, domicile, famille, on regarde le catalogue, on tourne les pages, on regarde quels sont les voyages que l'on peut faire, comment on s'organise, etc. Et donc ça, c'est déjà un message, je trouve, assez positif sur le support papier, sur le support, effectivement, catalogue qui revient. Peut-être pas partout, mais en tout cas, sur les tours opérateurs, je m'étais dit, jamais ça reviendra. Alors après, sur les tendances, effectivement, consolidation du marché, nous, on l'a fait, mais surtout externalisation. Et là, où on pensait que l'externalisation avait atteint déjà des niveaux élevés, et je pense que vous le sentez aussi, on continue à voir une accélération à l'échelle européenne et après effectivement aussi aux États-Unis, mais surtout européenne, de l'externalisation, notamment sud de l'Europe, où des pays comme l'Espagne et l'Italie étaient très en retard, et des crises qui se succèdent accélèrent les décisions d'optimisation, de rationalisation des coûts, de transformer les coûts fixes en coûts variables, etc. Et donc on voit ces leviers très intéressants d'accélération. Après, pour reprendre, moi, 3 points sur le comportement ou le changement de comportement des annonceurs. C'est un petit peu mon message d'aujourd'hui. D'abord, on voit ceux qui innovent. Et ça, je trouve que... alors, il faut qu'on anticipe, il faut qu'on suive, il faut qu'on s'adapte. Mais l'innovation à tout point de vue. Et récemment, dans le leader du surgelé, par exemple en France, qui lance le click and collect, qui lance le snack sur place, qui lance pas mal de nouvelles offres. Et nous, on doit adapter, la communication s'adapte, la fréquence s'adapte, le mode de diffusion s'adapte. Voilà, donc on a effectivement, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres de clients qui vont changer leur mode. Après, on a une tendance forte liée à la RSE qui est le recyclage. Donc on ne jette plus. On rénove, on nettoie, on recycle. Et on voit, par exemple, des PLV, nous, on gère énormément de diffusion de PLV, hein, vous le savez, et ces PLV, maintenant, celle de Noël, c'est la même qu'à Pâques, sauf qu'on le change, en fait, juste le faciès, exactement. Et en fait, on fait ça. On a rencontré, là, une société qui s'est lancée, c'est un peu parallèle à l'imprimé, mais je pense que ça rejoint, dans la location de parasols. C'est-à-dire qu'avant, c'était parasols publicitaires jetables, métalliques, arrivés d'Asie. Et vous avez des gars maintenant qui vont monter des usines de parasols au Brésil et qui louent le parasol aux grands que l'on connaît, des boissons et autres, le réparent et le changent au bout de 3 ans. Donc on est dans des filières maintenant qui deviennent beaucoup plus de recyclage et de réparation. Et le dernier point, et là je vous rejoins aussi, c'est le retour du ROI. Alors je ne l'ai pas noté parce que vous l'aviez dit, mais je l'avais noté avant. Mais quand même, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que coller à la demande, le retour de choses assez basiques, le sampling, la gift card, des messages personnalisés, etc. Et on voit que les annonceurs reviennent de temps en temps à des choses qui existaient il y a fort longtemps et qui reviennent parce que, en fait, digital, yes, mais not too much, quoi, en fait. Hein. Donc, et est-ce qu'on réessayerait pas? Mais incroyable, les leaders de la FMCG se remettent au sampling. Vous pouvez pas savoir, c'est un truc, mais nous, on n'imaginait pas faire des chiffres d'affaires comme ça sur de l'envoi par les services principalement de la voisine, hein, parce que de toute façon, il n'y en a pas non plus trop, mais très bien, d'expédition, de sampling. Donc voilà, on a ces tendances qui reviennent. Et après, nous, dans notre métier, si vous voulez, d'une manière un peu plus générale, on a une correction quand même de tout ce qui est e-commerce. C'est-à-dire que la redynamique que l'on sent chez les retailers est forte. C'est-à-dire que ce Noël, on est revenu à des campagnes qu'on n'avait pas vues depuis fort longtemps. C'est-à-dire que chez les grands retailers, je ne vais pas les nommer, mais quels qu'ils soient, chaînes de vêtements pour hommes, de vêtements pour femmes, enfin voilà, vous les connaissez, les grands Français qui font ça, on a des volumes de campagnes qui sont revenus à des 2019, 2018, voilà, donc une vraie volonté de communiquer pour faire vendre, pour faire venir les gens en magasin. Donc, la correction e-commerce, je pense, est quand même un bon signal, si vous voulez, sur le retour à du physique et donc à des supports pour nous de communication et donc à de la logistique, à du business. Voilà un petit peu ce qu'on ressent là.
ça s'est réaccéléré récemment, j'allais dire, on l'a ressenti là. Crise. Alors je pourrais vous parler de la crise, nous on a 700 000 m² de bâtiments à chauffer, donc je ne vous raconte pas les problématiques. On ne reçoit même plus de factures de l'EDF, donc on prend que des provisions, puisque je ne sais même plus comment facturer. Donc de toute façon, c'est pas très grave. Ça annonce des bons résultats aux actionnaires, puis on verra. Mais non, voilà, on ne reçoit plus de factures, donc c'est quand même un sujet. Voilà, mais après, effectivement, c'est, je pense, les crises aussi apportent beaucoup de choses. Oui, et puis je crois que parler digital, ça a été un des axes stratégiques que vous aviez porté, qui était également tout ce qui a été la transformation numérique interne que vous aviez fait, vos outils de gestion et vos outils de production. Ah oui, on a tout transformé. Ouais, et ça, je pense que, parce qu'on parle du digital, voilà, publicitaire. Gros accélérateur de transformation. Ça a été un très gros accélérateur de transformation donc, de l'entreprise. Gilles, tu vois, on peut être confiant. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des nouvelles... Non, il y a effectivement des bonnes nouvelles. Je vois en face de moi un médiateur des entreprises, directeur des études. L'État nous aide, mais pas assez. Ma voisine parlait de coef, d'augmentation de la facture énergétique de 3. C'est merveilleux aujourd'hui, 3. Aujourd'hui, on peut monter à 5, 10, et on peut monter même à aucune facture. C'est-à-dire que les opérateurs... Non, mais c'est le côté négatif, parce qu'aucune facture, ça veut dire que quand la facture va arriver, ça ne sera peut-être pas 10, ça sera peut-être... Je ne te fais pas peur, mais ça peut être dramatique. Et quand on voit les aides de l'État, là, j'ai assisté à une visio avec la CPME, au maximum, c'est lorsqu'il y a un coef de 10, ils aident à moins 30%. Donc 30%, il reste encore 70 sur le coef que j'ai indiqué. Donc on est vraiment dans une situation très compliquée. Alors ça, c'est le côté un petit peu négatif, tu m'excuseras. Alors on a le côté positif. Le côté positif, c'est que ça nous met un bon coup de pied quelque part. Pourquoi? Parce qu'on modifie nos process. Moi, je me tourne vers ma voisine. Notamment au niveau de l'impression de magazines, de marketing, d'imprimés publicitaires. On arrive aujourd'hui à éviter d'utiliser des fours pour sécher l'encre. Alors comment on fait? On joue sur des papiers qui sont un petit peu plus poreux et on joue aussi sur des encres qui sont un petit peu plus cicativées. Bon, ça veut dire que la réaction avec l'oxygène se fait plus rapidement, donc ça permet de couper certains fours. Donc couper les fours, ça veut dire moins d'énergie. Au niveau de la réponse rapide pour être encore plus performant vis-à-vis d'autres médias, notamment dans le livre, aujourd'hui on a des outils de production, donc à peu près les mêmes machines que les tiennes. Je ne veux pas citer de nom de producteur, mais on peut fabriquer en 24 heures des réimpressions à partir d'un exemplaire. Alors qu'il y a quelques années, on refusait, je travaillais dans un grand groupe qui était leader en Europe d'impression de livres, et aujourd'hui chez Dupliprint pour lequel je travaille, c'est une impression à un exemplaire par flux continu. C'est-à-dire qu'on gère des flux et il ne faut pas qu'on intervienne manuellement. Si on intervient manuellement, on est sûr de perdre de l'argent. Donc, en amont, on groupe les commandes arrivent par batch complet sur les machines, on produit et puis on envoie. Et ça peut être très, très, très rapide. Donc, cette crise nous a quand même permis, comme tu le disais tout à l'heure, d'éviter de gaspiller, parce que on a beaucoup de choses encore à améliorer. Et puis, essayer de plus communiquer en amont et en aval avec les producteurs et aussi, bien évidemment, nos clients. Mesdames, messieurs, d'abord, j'étais ravi de ce moment d'échange avec vous. On aurait pu y passer la journée parce qu'on est des passionnés. Maintenant, je crois que c'est important qu'on vous entende. Je pense que ça doit servir d'enseignement également pour toute une filière qui elle-même est à l'écoute de ce qui se passe. On le voit, je crois qu'on a un taux de participation, maintenant c'est Alexandre, assez étonnant. Donc c'est intéressant. Félicitations. Donc on a besoin de ça. Et puis Gilles, de toute façon, à très vite pour poursuivre nos échanges sur, je dirais, un peu la consolidation de la fédération, donc de ce secteur qui a besoin d'être beaucoup plus rapproché, pour pas dire plus. Merci à vous.